Les vraies voix Sud Radio. Albin, vos 3 mots du jour sont donc Nouvelle-Orléans, urgence et Ukraine. Une attaque meurtrière à la voiture bélier aux États-Unis. Le ministre de la Santé effectue son premier déplacement de 2025 aux urgences. Et enfin, Kiev se réveille sous les attaques de Moscou. Les vraies voix Sud Radio. C'est une nuit d'horreur à la Nouvelle-Orléans. Peu après le passage à la nouvelle année, vers 3h15 ce mercredi, un drame s'est produit dans le Vieux Carré français, un quartier touristique de la ville. Un véhicule a foncé délibérément dans la foule avant que le conducteur n'ouvre le feu, obligeant la police à intervenir. Le dernier bilan des services d'urgence est lourd, au moins 10 morts et 35 blessés. Parmi les victimes, principalement des habitants locaux, selon les autorités. 2 policiers ont également été blessés, comme l'a confirmé Anne Kirkpatrick. Ah, c'est pas facile. Kirkpatrick, voilà, chef de la police de la Nouvelle-Orléans. What I also can tell you is that this man, this perpetrator. Ce que je peux vous dire, c'est que cet individu a ouvert le feu sur nos agents depuis son véhicule après un accident. 2 officiers ont été atteints par balle, mais leur état est stable et nous vous tiendrons informés. Toutes nos forces disponibles ont été appelées en renfort. L'assaillant, résolu à contourner les obstacles, avait pour objectif de provoquer un maximum de dégâts. Et compte tenu des éléments découverts sur les lieux et des informations collectées, l'enquête est désormais confiée au FBI. Le FBI, qui avait d'abord écarté la piste terroriste, a finalement ouvert une enquête pour acte de terrorisme. Parallèlement, la police a annoncé que le suspect avait été abattu par les forces de l'ordre, mais son mobile reste encore inconnu à ce stade. Il faut aussi savoir que cette tragédie intervient alors que la ville accueillait de nombreux visiteurs pour la demi-finale d'un tournoi de football américain entre les universités de Notre-Dame et de Géorgie. Un événement attirant des supporters venus de tout le pays. Bruno Pomar, si je ne m'abuse, c'est pas le premier attentat terroriste depuis le 11 septembre sur le sol américain, parce que c'est quand même très étonnant cette histoire. 2017. 2017, il y en a eu un aussi. Oui, sur des gens à vélo qui se sont fait percuter par une voiture folle. Oui, mais encore une fois, c'est un attentat terroriste, dont la définition même, c'est de terroriser la population. Maintenant, est-ce qu'on définit cet attentat comme un attentat islamiste, un attentat d'extrême droite, suprémaciste Suprémaciste, oui, exactement. Donc on attend les éléments d'enquête du FBI pour pouvoir préciser un peu le profil de l'individu qui a, il faut le rappeler, neutralisé, mais qui a quand même blessé 2 policiers et tué 10 personnes, plus de 40 blessés. Bref, c'est terrible. On a connu ça il y a peu de temps d'ailleurs à Brandebourg en Allemagne, aussi pareil sur ces marchés de Noël. Là où on doit s'interroger, moi je regarde en tant que technicien, je dirais, c'est de sécuriser ces sites-là. Je ne comprends pas, comme on a vu à Brandebourg, comment un véhicule peut rentrer sur 400 mètres dans un endroit où il y a des centaines et centaines de personnes présentes. C'est la question qu'on se pose. C'est une vraie question. Donc évidemment, c'est que quand on voit que c'est une intention vraiment de faire un carnage, parce que l'enquête est en train d'avancer, évidemment il y a aussi des explosifs qui ont été retrouvés dans le véhicule. Donc cela va aussi donner aussi des informations aussi sur le profil de l'individu, ses intentions, ce qu'il comptait faire, et savoir aussi quel était le dispo de sécurité sur évidemment cette gestion d'événements, parce que sur la gestion de grands événements, évidemment il y a des points de sécurité on va dire à sécuriser, notamment l'entrée des spectateurs, éviter que des véhicules passent. Donc quand on va sur des marchés de Noël ou même s'il y a des festivités, vous avez ce qu'on appelle des blocs de béton qui empêchent, des câblocs qui sont là pour empêcher justement que des véhicules étrangers puissent pénétrer sur site, notamment ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais à Nice. Ça nous a instruit, ça, Abdoulaye. Exactement, c'est ça. Donc moi, effectivement, là, je m'étonne pour travailler des fois avec des Américains qu'il y ait cette faille qui est assez flagrante. Après l'enquête le déterminera, mais assez flagrante, où cette facilité que cet individu a pu commettre vraiment cet acte. Bon, vous vous rendez compte, moi je fais toujours le parallèle avec mon village. J'ai les fêtes de mon village tous les ans. C'est ridicule, j'ai un tout petit village, 125 habitants, il y a 300 personnes qui viennent. À l'entrée et à la sortie de mon village, je mets un camion et un tracteur. Un gros tracteur. Terminé. Mais c'est parce que c'est forcément c'est toi. Je minimise. Pardon, mais c'est vachement bien. C'est toi. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est le BABA, tu vois. Alors ça, on n'est pas à l'abri d'un individu seul qui rentre avec un couteau. D'accord. Françoise de Gois, ça interpelle tout ça quand même, parce qu'on a l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo qui arrive les 10 ans là. Notre chagrin national. Moi, je sais pas. François Hollande avait eu une très belle phrase. Il l'avait pas fait exprès d'ailleurs. C'est assez rare chez lui. Non,
mais il n'avait pas fait exprès ce jeu de mots, parce que souvent il a un tel humour, mais là, il n'avait pas fait exprès. Si vous nous entendez. Ah oui, il m'entend, je le connais très bien. Il avait dit cette année qui nous a ensanglotés. J'avais trouvé cette phrase extrêmement belle, et je pense qu'on arrive aux 10 ans, et que cette année, ça va être extrêmement douloureux. Je pense vraiment, je ne sais pas vous si vous en souvenez, il y a Charlie, bien sûr, on sait tous ce qu'on faisait au moment où on apprend Charlie, mais vraiment Bataclan. Parce que Bataclan, regardez, j'ai encore le chagrin qui monte et les larmes qui montent. Allez, on passe au deuxième mot dans l'actu d'Albin Texera. Ce sont les urgences et le ministre déjà en action en 2025. Oui, c'est une première prise de contact avec les soignants. Ce matin, Yannick Neuder, le nouveau ministre... Yannick Noah, j'ai peur. Non, c'est pas Yannick Noah. Yannick Neuder. On a le droit de déconner. Hein, on fout. C'est vrai qu'on ne les connaît pas tous les noms de ces nouveaux ministres. Non, donc, notez-le, Yannick Neuder, nouveau ministre délégué à la santé, a effectué du coup son premier déplacement officiel dans l'Hexagone depuis sa nomination. Après avoir accompagné François... Quel exploit! Ah oui. Après avoir accompagné... J'ai envie d'emmerder. Quel exploit, c'est extraordinaire. Vous laissez pas faire Albin. Le ministre qui va aux urgences, mais quel exploit! Mais comment c'est possible d'être aussi créatif? Bon, laissez-le terminer, Françoise, enfin. Du coup, après avoir accompagné François Bayrou à Mayotte, il s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour rencontrer les équipes médicales. Très attendu sur la question de la saturation des services d'urgence, il a tenu à se montrer rassurant devant les médias avec de potentielles solutions. Je crois qu'il faut regarder étape par étape pour pouvoir apporter ces meilleures solutions. Ces meilleures solutions passent aussi par une formation davantage de professionnels de santé, mais aussi des mesures d'attractivité avec notamment les rythmes, le temps de travail, les conditions de travail, aussi la sécurité au sein du travail. C'est tous ces facteurs qui peuvent être travaillés secteur par secteur, territoire par territoire. Et puis encore une fois, c'est un projet de longue haleine, mais à force de ne jamais le mettre en place, il faut qu'on forme davantage de professionnels de santé et puis qu'on puisse aussi partager la tâche avec l'ensemble de la communauté des soignants, et puis surtout aussi activer un autre facteur qui n'est pas dans l'urgence de la question, mais qui est aussi tout le secteur de la prévention. Aucune annonce concrète n'a cependant du coup été faite en ce début d'année 2025, alors que les urgences ont été particulièrement surchargées pendant les fêtes de fin d'année. Plusieurs établissements, notamment en Meurthe-et-Moselle, dans le Gard, le Vaucluse ou encore en Haute-Vienne, ont même dû fermer temporairement leurs portes, faute de personnel. Pour mémoire, en août 2024, plus d'une cinquantaine de services d'urgence avaient déjà été confrontés à une situation critique. Le ministre devra donc rapidement apporter des réponses à une crise qui perdure et mobilise fortement les professionnels. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai l'impression d'entendre ça depuis tous les jours, depuis 10 ans. Mais je vais lui répondre au ministre, parce qu'on en a changé combien, 5 ou 6 fois de ministre de la Santé aussi. Ah oui, c'est dingue. Le turnover est dingue. Quand on dit que les urgences sont saturées, parce que les gens vont pour rien du tout aux urgences. Mais pourquoi aussi? Parce que je le vois moi dans mon coin. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Le désert médical, c'est la prise en charge des gens qui ont des petites pathologies qui peuvent être prises en charge par les médecins localement. Moi je vois, on galère comme des malades. On s'est réunis à plein de mers pour pouvoir faire venir, c'est comme au football, pour faire venir des médecins pour qu'ils puissent être là localement. Tu sais, chez ma mère, c'est exactement ça. Ils ont réussi à créer une maison de santé qui est absolument géniale. Et en fait, ça, c'est les sujets, c'est de créer des maisons de santé dans les villages de montagne. Sur le désert médical, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un reportage il y a pas longtemps où ce sont des jeunes qui ont fait une caravane en fait médicale. C'est-à-dire que 2 jeunes médecins qui se baladent et qui font le tour de France justement pour apporter des soins. Donc si tu veux, il reste 15 jours sur un site et ils sont essayés et tu te rends compte en allant et peut-être ça va donner aussi l'envie. C'est un way of life. Il faut avoir envie de prendre son camion. Non mais Judith a la raison quand elle dit franchement. On entend, c'est un métier extraordinaire. On entend toujours les mêmes mots, valises des ministres qui sont pas toujours les mêmes parce que mais en fait il faut embaucher des gens pour rassurer, on allons faire en sorte que oui et tout, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui regarde l'état de l'hôpital, service public, j'ai envie de te dire. Oui, du service public. On va parler de l'état de l'Ukraine aussi, puisque c'est votre troisième mot, Albin. L'Ukraine et une attaque russe qui a frappé Kiev ce matin, premier jour de l'année 2025. Oui, 2 morts, 6 blessés. C'est le bilan de l'attaque de drone à Kiev ce mercredi. Les secours ukrainiens ont confirmé l'information sur le réseau social Telegram. Un immeuble et un bâtiment administratif ont été touchés. L'incendie qui s'est déclaré a été rapidement maîtrisé. Vous l'aurez compris, pour le Nouvel An, Moscou a décidé de frapper fort. Au total, c'est 111 drones qui ont été
lancés. L'armée ukrainienne affirme en avoir abattu plus d'une 60aine. Les autres ont été neutralisés par brouillage électronique. Autre nouvelle ce matin, le gaz russe ne passe plus par l'Ukraine. Les livraisons vers l'Europe ont cessé avec la fin d'un contrat signé en 2019. Kiev s'en réjouit. Je cite, la Russie perd des marchés et subira des pertes financières, a déclaré le ministre de l'énergie. De son côté, le président Zelensky a présenté ses vœux comme Emmanuel Macron. Il annonce une année 2025 de combat sur le terrain comme à la table des négociations. En 2024, la Russie a gagné 4000 km² en Ukraine, 7 fois plus qu'en 2023. Vladimir Poutine a qualifié l'année 2025 de son côté de charnière. Bonne année de Poutine, Françoise Degois. Oui, une année terrible. Une pensée vraiment pour les Ukrainiens parce que, voilà, on entend dans la bouche de Zelensky maintenant depuis 2 mois ce mot qui était inaudible il y a encore 2 mois, c'est-à-dire négociation, la table des négociations. Les Ukrainiens sont épuisés malgré tous les efforts des États-Unis. Évidemment, le changement de président va évidemment accélérer cela avec l'espoir qu'on peut fonder, c'est que les Ukrainiens, c'est vrai ce que dit Alban, c'est que la Russie a repris 4000 km², mais l'Ukraine a pris quelques territoires russes. Donc ça veut dire aussi à la table des négociations, ça peut être utilisé. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est une paix russe. Voilà. Et tout ce que redoutent les Ukrainiens, c'est une paix vraiment à la taille, à la mesure de Vladimir Poutine. Qui sera pas en leur faveur du tout. Ce serait une paix terrible pour les Ukrainiens et ce serait une paix terrible pour l'Europe. Donc vraiment, pensez... C'est surtout sur en octobre et novembre que la Russie a gagné beaucoup de terrain. Non, mais en oui, Ukraine. mais ça, c'est... Donc il faut aussi dire que les troupes ukrainiennes sont à bout actuellement. C'est exactement ça. Les Russes sont pas mieux. Mais la réponse, elle va venir de Trump. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est lui qui va calmer tout le monde. Il a l'air parti pour... Les Russes grappillent, comme tu dis, des non, mais les Ukrainiens ont grappillé. Et puis à un moment donné, on va lui dire, bon, tu gardes ça, et puis tu dégages. Dans les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, mais enfin, disons qu'en fait, je pense que là où Poutine a un petit peu d'avance, c'est qu'évidemment, il a, je sais pas si on va dire ça, russonifié, on va dire, le Donbass, où cette partie qui, évidemment, a été fait en sorte pour qu'elle devienne russe. Ils sont plutôt pro-russes en général. Donc je pense que peut-être que le fait que Zelensky commence à se dire, bon, ça ne sera à rien si je veux essayer de reconquérir ce territoire qui a déjà été, qui est devenu russophone. Donc du coup, je vais perdre du temps et je perds de l'énergie, sachant que son peuple actuellement, avec le froid, la météo qui devient de plus en plus rude, et qu'effectivement, Poutine aussi, pareil, on va dire, piétine au niveau de son avancée. Peut-être que l'arrivée de Trump, qu'on le veuille ou non, peut-être ce sera peut-être bénéfique, je pense, que ce soit et de moins en moins aussi de volonté d'engagement de la part des hommes sur le territoire ukrainien. Je pense qu'il y a une vraie... On a l'exemple des soldats nord-coréens qui sont engagés, plus de 10 000 hommes, et qui sont en train de se faire massacrer. Ils combattent comme dans les années 50. Oui, ils n'ont pas cet entraînement-là. Voilà ce que c'est d'être un pays glacé et complètement fermé au reste du monde. Moi, j'entends tout ce que vous dites. La réalité, si vous voulez, je ne sais pas si Trump va être le sauveur, mais s'il est le sauveur, ce sera au prix des Ukrainiens. C'est ça le problème. Le problème est là. L'Europe n'a pas montré sa capacité finalement à prendre le relais des États-Unis. Incapable. Elle est trop tard. On est trop tard. C'est pas une histoire de volonté aussi. C'est une histoire de trop tard sur l'industrie, ne serait-ce que de l'armement, ne serait-ce que l'industrie de l'armement. C'est trop tard sur les infrastructures. C'est pas trop tard sur la volonté parce que c'est un des seuls moments où l'Europe, avec le Covid d'ailleurs, a été capable de parler d'une seule voix. Vraiment, les Européens ont été là-dessus admirables. Il y a une grosse dissension au niveau de l'Europe actuellement, c'est-à-dire que même au niveau de diplomatie et même aussi au niveau de l'Europe, Madame Van der Leyen est tellement décriée que même elle est plus audible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Européens sont en train de se nationaliser, maintenant ils sont limite en train de regretter cette appartenance européenne. Donc du coup, pas tous les pays. J'exagère un petit peu, mais je pense qu'il y a un petit peu quand même aussi, voilà, un petit peu une forme de défiance où on se reconnaît plus dans les valeurs européennes. Ça tombe bien parce qu'on va en parler dans quelques instants. Ça va être le sujet de notre débat du jour, l'Europe. Chers amis, merci beaucoup, Albin. Avec grand plaisir.